Retour sur cette image. Regardez, nous sommes à Versailles, journée marquée par les obsèques de Philippine. Cette jeune étudiante de 19 ans retrouvée morte dans le bois de Boulogne, c'était samedi dernier. La messe se déroule en ce moment même dans la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Plusieurs centaines de personnes sont actuellement aux côtés de la famille dans cette cathédrale. Mais vous le voyez également, moment de recueillement à l'extérieur de la cathédrale. Une cathédrale d'ailleurs où la jeune fille avait fait sa confirmation il y a quelques années, et lors de ses obsèques, il y a à plusieurs reprises eu des chants religieux, chants choisis par la famille parce qu'appréciés par Philippine, et puis ses proches, sa famille, prennent la parole les uns après les autres pour un dernier hommage et témoignage. Philippine d'ailleurs sera ensuite inhumée dans la plus stricte intimité, cette fois au cimetière de Montigny-les-Bretonneux où ses parents résidaient. C'est d'ailleurs le prêtre de l'église de Montigny-le-Bretonneux qui officie en ce moment même. On va retrouver Emma Barrier et Arthur Grolet. Depuis le début de cette messe, il y a un mot qui revient, comme le traduisent ces images, le mot recueillement. Effectivement, beaucoup de monde qui est venu se recueillir, mais aussi apporter sa solidarité à la famille. Vous le voyez, encore beaucoup d'inconnus qui passent et qui s'arrêtent sur le parvis de cette cathédrale qui est pleine à craquer. Je vous le rappelle, une capacité d'accueil de 1800 personnes. Donc la cathédrale complètement remplie. Il y a à l'intérieur beaucoup de jeunes, des proches, des amis, des scouts, des étudiants d'Université Paris-Dauphine où étudiait Philippine. La cérémonie qui a d'ailleurs commencé avec des témoignages de gens qui la connaissaient avant de laisser place donc au mot d'accueil et à l'homélie du Pierre Grosjean qui connaissait la famille et qui est le curé de la ville où est originaire la famille de Philippine, Montigny-le-Bretonneux, et la cérémonie qui devrait durer encore bien 30-45 minutes avant ensuite de faire sortir le cercueil qui, nous dit-on, devrait rester un moment sur le parvis pour que les gens puissent encore se recueillir quelques instants avant de prendre la direction du cimetière de Montigny-le-Bretonneux, donc d'où est originaire la famille, avant, vous le disiez, l'inhumation qui aura lieu cette fois en stricte intimité. Merci beaucoup Emma, merci à Arthur qui vous accompagne. Vous avez pu justement, il y a quelques dizaines de minutes, rencontrer, interroger ces anonymes qui, depuis maintenant quelques heures, bravent le froid et la pluie pour assister la famille de Philippine. On va les écouter, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à exprimer. C'est arrivé à Philippine, ça peut arriver à nos enfants. C'est toute la communauté catholique aussi qui est en deuil, et il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête tout ça. Je suis très triste et très en colère contre l'État, en colère parce qu'il n'agit pas. Les hashtags, les présents sur tweet, ça fait bien l'affaire, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils agissent. Et là, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Présent sur tweet, ça fait bien l'affaire, mais nous, ce que l'on veut, c'est qu'ils agissent. Voilà. On le disait tout à l'heure, au début de cette messe, et si on se tait, on va écouter du silence. Et ce silence, il fait du bruit aujourd'hui. Et oui, c'est une colère sourde, et la politique version Twitter ne satisfait plus en fait des Français qui sont las de voir ces drames se répéter. Je crois que au-delà, évidemment, des circonstances particulières, du profil du suspect impliqué dans le meurtre de Philippine, qui inévitablement soulève des questions en matière d'exécution des OQTF, d'obtention des laissez-passer consulaires, du délai dans lequel ces personnes sont détenues dans les centres de rétention administrative, de comment sont appréciées la dangerosité et les risques de récidive de ces personnes détenues dans des centres de rétention administrative. Au-delà de tout ça, il y a la volonté que ça ne se produise plus. Et je veux dire, à aucun moment, la froideur des procédures, l'inertie de la justice et sa pesanteur ne pourra répondre à ce désarroi qui s'exprime en nombre devant la cathédrale de Versailles. On a même l'impression que les gens sont
lassé, Bastien Auger, lassé des discours, lassé des politiques, lassé des guerres et des polémiques aussi. On a même l'impression que ça ne prend plus les grandes déclarations après un fait divers. Et en même temps, on voit que ça prend un petit peu, puisque ces débats, ils sont là et ils sont lancés à la suite d'un fait divers. En fait, c'est très dur de répondre. Je ne sais pas si ce sont des débats ou, pour le moment, juste des postures ou des positions de la part des politiques. En fait, là, ce qui est très difficile, et on voit ces images, c'est très dur de répondre et d'avoir un discours politique, parce que là, il y a un drame humain avant tout, mais il y a un temps de la politique qui n'est pas le temps de la justice, qui n'est pas le temps des drames comme cela. Et c'est vrai qu'on voit qu'un certain nombre de responsables politiques dans ce genre de moment, au fond, utilisent l'émotion des Français, l'émotion tout à fait légitime, pour faire de la politique sur d'autres sujets. Et c'est ça qui est compliqué, parce que ça donne le sentiment qu'il y a des réponses toutes faites, comme si finalement on était capable dans une société de mettre fin à tout ça. Sur une déclaration, on peut toujours lutter, on peut toujours évidemment améliorer plein de choses, mais c'est vrai que voilà, trouvez-moi un responsable politique à un moment donné qui a été capable de dire après un fait divers comme ça va s'arrêter, et que ça s'est arrêté. Ça n'existe pas, parce que et c'est très dur d'avoir un débat, si vous voulez, apaisé sur un tel sujet, parce que il y a un drame comme ça. Quand on parle, Antoine parlait à l'instant de la question de l'exécution des OQTF, c'est pas le bon moment pour rappeler aussi qu'on est dans un état de droit, qu'il y a des procédures qui doivent être respectées, qu'on peut pas enfermer tout le monde préventivement. Voilà, donc forcément un débat sous le coup de l'émotion ne permet pas de prendre en compte tous les arguments qui président à la décision publique. On va se donner un peu de temps, un peu de recueillement aux côtés de la famille et des proches de Philippine, et essayer d'écouter ces chants à l'intérieur de cette cathédrale Saint-Louis de Versailles. Ça me paraît compliqué de parler fort là. Alors le temps des questions viendra, le temps des réactions aussi, bien évidemment, des politiques et des polémiques peut-être également. On écoutera tout à l'heure le chef de l'État qui, très ému d'ailleurs, s'est exprimé depuis le Canada, où il est en déplacement, et qui a d'ailleurs quelque part appelé... non pas à la raison, mais peut-être un peu moins de passion, Arlette Chabot, un peu plus de réflexion et d'essayer d'avancer. Tout à l'heure, on avait une conversation ensemble et j'aimais beaucoup votre analyse sur le côté arrêtons de tout vouloir changer, réformer, et essayons de se poser et de voir ce qu'il faudrait peut-être juste améliorer ou penser. Oui, je crois que ce genre de déroulement des faits, c'est très complexe, très difficile. Nous-mêmes, on n'a pas forcément tous les éléments de façon assez précise depuis quelques jours, mais il faut regarder encore une fois avec beaucoup d'attention ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs qui ont pu être commises. Je dis bien erreurs et pas de faute, car a priori tout le monde va dire mais voilà, j'ai fait ce que la loi indique, j'ai respecté la loi, je n'ai pas commis d'erreur de jugement, j'ai pris des précautions. Mais voilà, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Alors, il y a des débats qui sont déjà conduits, on le voit bien dans la presse. Je ne parle pas uniquement des politiques, mais des personnes qui, à la fois magistrats, policiers, ou bien des hauts fonctionnaires qui, préfets ou autres, connaissent à peu près les procédures et qui mettent des propositions sur la table. Mais je crois qu'encore une fois, il y a un diagnostic qui doit être fait. Voilà, c'est simple pour dire les choses. Pourquoi notre système dysfonctionne et où doit-on changer les choses? Alors, ça va de la petite procédure qu'on peut modifier. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de préfets qui ont une pratique différentes, donc qui sont peut-être plus volontaristes, qui anticipent davantage peut-être un certain nombre de décisions. Donc la décision
d'un préfet jusqu'à la réforme de la Constitution, prônée par certains, je pense qu'il y a effectivement, tout est possible. Une réforme de la Constitution est peut-être nécessaire pour changer notre procédure concernant notamment l'expulsion des étrangers. Il faut tout regarder, mais encore une fois, je pense que les bagarres entre, en ce moment, une gauche qui ne veut voir dans cette affaire que le résultat d'une absence de suivi d'un violeur, et ceux qui disent c'est un problème d'immigration, voilà, c'est pas supportable. Ça n'a, en plus, au bout d'un moment, c'est totalement stérile. Donc, le débat, encore une fois, entre les magistrats qui auraient une position de gauche et des policiers qui seraient systématiquement de droite, ça n'apporte rien non plus. Donc, face à l'émotion, moi je me souviens aussi, vous vous souvenez sûrement de la petite Lola aussi, et de l'émotion qui avait saisi la France, cette adolescente de 12 ans aussi tuée, et on s'était déjà interrogé sur, encore une fois, pourquoi une personne sous OQTF est toujours là, pourquoi il n'y a pas de suivi psychiatrique, enfin bon... Tout ça, à chaque fois, on dit, mais on va le faire, cette fois c'est bon, on va prendre des dispositions. Et les Français ont le sentiment qu'on n'avance pas, que finalement, où les décisions sont prises ou pas prises, qu'il y a des lois à voter, dont on n'évalue jamais l'efficacité. Il faut attendre la mise en œuvre et ensuite juger de l'efficacité. Et ça, alors là, on ne sait absolument pas faire. Donc je pense qu'il y a une grande fatigue. On disait tout à l'heure, il y a de la colère, et qui est doublée d'une extrême lassitude à l'égard des promesses qui sont faites par les politiques. Encore une fois, c'est aux politiques de se saisir de ces sujets. Mais face aux grandes promesses qu'on entend, c'est fatigant. Alors peut-être, avant de retrouver l'une de nos équipes, écoutons un peu ces chants. On va retrouver Kadi Adoumdouaz. Vous êtes à côté de ces anonymes, ces inconnus qui sont venus aujourd'hui soutenir la famille de Philippine. Alors, on le disait, beaucoup de monde, plusieurs dizaines de personnes sont depuis tout à l'heure devant cette cathédrale Saint-Louis, tout simplement parce qu'à l'intérieur, et pourtant elle contient près de 1500 personnes, cette cathédrale, eh bien il y a des gens à l'intérieur. Et parfois, Kadi, vous l'avez vu, eh bien, ces gens laissent la place à ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils viennent eux aussi à l'intérieur de la cathédrale entourer la famille de Philippine. Absolument, Christophe. Effectivement, et ça s'est vu d'autant plus qu'il a plu tout à l'heure par intermittent. D'ailleurs, vous le voyez certainement sur les images de François Luce qui est avec moi. Tout le monde est dans un esprit de recueillement, de commémoration. C'est assez incroyable en fait de voir ce silence et ces chants qui sont repris à l'unisson, à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a un respect incroyable et voilà, on voit des personnes comme ça se reprendre, être vraiment pris par l'émotion. Tout à l'heure, j'ai vu 2-3 prêtres qui sont sortis pour donner la communion, une personne qui a mis un genou à terre pour prendre l'hostie. C'était très, très émouvant, c'est très solennel. D'ailleurs, il y a eu aussi la mise en place d'une grande table comme ça, 3 livres d'or qui sont positionnés sur cette table pour que les anonymes puissent aussi à leur tour écrire un petit mot de solidarité pour la famille de Philippine, pour que tout le monde, comme vous disiez tout à l'heure, puisse participer, puisse apporter un mot, une prière, puisse être là. Et vous l'avez dit, il pleut, il fait assez froid d'ailleurs, et les gens sont là, les gens ne partent pas, et comme vous le disiez effectivement tout à l'heure, certains ont laissé leur place pour que les plus fragiles parfois, des personnes âgées, certains scouts aussi ont laissé la place pour que voilà, des anonymes puissent aussi venir voir, venir toucher peut-être tout à l'heure le cercueil de Philippine qui dans quelques minutes va quitter cette cathédrale Saint-Louis.
Merci beaucoup, Kady, pour ces mots. Merci à François Luce qui vous accompagne. Et oui, effectivement, le cercueil de Philippine entouré de ses parents qu'on a aperçus tout à l'heure, du prêtre qui célèbre la messe en ce moment, qui célèbre ses obsèques, prêtre de Montigny, les Bretonneux, où ses parents résident. Et c'est là que sera enterrée Philippine. On entend ses chants. Il y a également des prises de parole de ses proches, de ses parents, de ses 5 frères et sœurs, pour l'accompagner vers ce qui sera sa dernière demeure. On le voit au fur et à mesure des faits divers. Il y a à chaque fois la douleur, il y a à chaque fois le plus jamais ça, il y a à chaque fois le cette fois-ci c'est plus insupportable que la dernière fois. Et puis on ne va pas dire que rien ne se fait, rien ne se passe, mais on a des Français qui sont de plus en plus loin de leur institution, loin de leur État, qui sont de plus en plus dans une... peut-être pas dans une perte de repère, mais qui sont aujourd'hui dans un entre-soi. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'ouvrir à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un désenchantement. Il y a une perte de repère sans doute, mais en tout cas il y a un désenchantement vis-à-vis du politique, de ce que le politique est en mesure d'apporter comme réponse. Là on est véritablement dans le temps du deuil et du recueillement. Déjà évidemment le vernis idéologique vient déjà recouvrir cet événement et ce drame, avec des expressions qu'on connaît tous déjà par avance, bien évidemment. Certains voudront parler, et à juste titre, de féminicide. Certains s'agaceront d'une forme de culture de l'excuse dans notre société. D'autres se concentreront sur le profil du suspect. Enfin, voilà, ce scénario, malheureusement, on le connaît parce qu'il se reproduit bien souvent lorsque ces faits divers surgissent. Mais là, je dois dire que devant ces images, devant l'affliction des personnes recueillies devant la cathédrale de Versailles, devant ces images doit céder le commentaire politique. Il doit s'effacer pour céder place tout simplement à l'expression d'une émotion. Alors, dans un commentaire, mais qui était politique, parce que je reviens à ce commentaire du chef de l'État, Emmanuel Macron, hier, mais qui, et on va y revenir, est plein d'émotions et appelle, alors lui, pour le coup, appelle tout le monde à travailler ensemble, peut-être à arrêter les polémiques et les querelles et à essayer de répondre aux Français et de trouver des solutions. On va en reparler dans un instant. J'aurais peut-être juste qu'on écoute ces chants avant, dans quelques instants, la sortie du cercueil de Philippine. Alors on va reprendre l'antenne, je le disais, d'ici quelques instants. Le cercueil de Philippine quittera cette cathédrale Saint-Louis pour se rendre à Montigny-les-Bretonneux, où il y aura l'enterrement, et la famille de Philippine a demandé à ce que ni la presse ni autre personne que la famille ne puisse se joindre à eux. Moment de recueillement. Vous voyez ce chiffre qui s'installe. Alors on ne sait pas si c'est 1000, 2000 ou 3000 personnes. Mais Arlette Chabot, est-ce que ça dit quelque chose ? Oui, je crois que, évidemment, s'il y a une volonté de se rassembler, de dire, de se tenir ensemble face à l'émotion, au deuil, de tous les derniers drames qui ont eu lieu, de nature différente, évidemment, on a vu à chaque fois, même si sous la forme de marche blanche ou aussi de rassemblements autour des familles qui
assiste aux obsèques, on a vu beaucoup de Français se rassembler. Vraiment, c'est l'émotion, parce que c'est un enfant, le petit Mathis, on s'en souvient, qui avait été poignardé, par exemple. Donc, on se retrouve. Donc, je pense que ces Français sont extrêmement divisés. On le sait, on n'arrête pas de commenter sur ces plateaux les divisions permanentes entre les Français, les querelles. Et puis, de temps en temps, quand il y a un événement comme celui-là, je pense que tout le monde se retrouve pour partager effectivement l'émotion, soutien à la famille. Et encore une fois, c'est très difficile de faire ou de parler politique alors qu'il y a de l'émotion, des familles, des amis, des parents... même peut-être des gens qui ne connaissent pas, mais qui veulent ça, ce moment d'émotion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, vous avez raison, qui ne connaissaient pas, qui sont venus tout simplement, spontanément partager. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important, parce qu'à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Chaque fois qu'il y a un drame désormais, quel que soit, encore une fois, que ce soit le moment des obsèques, que ce soit des marches de protestation, de souvenirs, d'hommages, il y a beaucoup de Français. Donc je pense que c'est très significatif. Ça veut dire que, oui, de temps en temps, encore une fois, même si on est divisé, même si les Français passent leur temps à s'engueuler, s'il y a des débats permanents, des polémiques quotidiennes, il y a un besoin, effectivement, de se retrouver dans des moments très particulier d'hommage. Ce qui n'empêche pas, effectivement, d'exprimer ainsi, encore une fois, colère, lassitude, exaspération. Oui, parce que le temps de questions, alors, bien évidemment, c'est pas le temps de la politique, le temps du politique, bien évidemment, mais c'est le temps de ces Français qui, aujourd'hui, voudraient avoir des réponses. Alors, il y a la famille, et je le disais hier, le chef de l'État, dans un moment poignant, Bastien Auger, et lui qui appelle à se rassembler. Alors, il ne parle pas des Français, il parle de ceux qui pourraient s'opposer pour essayer de faire avancer les textes, les lois, les réformes, mais de dire réfléchissez, travaillons ensemble, en fait. Essayons de répondre aux Français. Oui, mais c'est aussi une manière de faire de la politique de la part du chef de l'État, parce que autant il est dans son rôle, le président, surtout dans cette période, il veut se montrer maintenant au-dessus de ses querelles en rappelant avant tout son émotion, celle qui est ressentie par les Français, et de justement vouloir détacher un petit peu la politique de tout ça. Ensuite, quand il dit qu'il faut que tout le monde se rassemble au-delà des différences, travaille dans l'intérêt des Français, voilà, je vois plus un message en lien avec la situation politique complexe actuelle que vraiment en lien avec cette actualité, parce que ce sont deux sujets totalement différents. L'émotion autour de ce drame, la question de savoir quelle réforme on fait ou pas sur le... Si tant est qu'on en fasse. Et voilà. Non mais, bon, si quelqu'un est capable de me citer un responsable politique dans un pays qui a réussi à faire réduire à zéro les meurtres, à supprimer la criminalité, qu'on me le présente. Voilà. Il faut faire attention dans ces moments-là aussi à ne pas donner l'impression qu'il existe des... Le risque zéro n'existe pas. Voilà, là, c'est sûr qu'il y a aussi une sensation qui est accrue par l'émotion qui est là, et par aussi la récupération, disons-le, qui est faite par certains hommes politiques et qui n'enlève rien au drame de ce moment. Mais une fois de plus, soyons prudents et faisons bien cette distinction entre cette émotion et le fait de savoir s'il existe des formules magiques. Parce que c'est aussi ça qui crée de la déception. Quand des responsables politiques viennent dire « il suffit de faire ci, il suffit de faire ça », après c'est ça aussi qui alimente ce sentiment de colère. Et ça, je pense que les Français, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, Antoine Bordoff, en ont marre. Moi, je me souviens d'une parole, je ne sais plus si c'était Manuel Valls à l'Assemblée nationale, alors que la France était frappée par le terrorisme, et qui disait « nous sommes en guerre, bien évidemment, mais il va falloir vivre avec ». Et maintenant, ce sera ça, et ça sera tout le temps ça. Gilles Leclerc, la formule magique, si elle existe, et ça fait bien longtemps qu'elle serait appliquée, c'est illusoire. Mais est-ce que les Français n'en ont pas marre, justement? On leur promet des discours de vérité. Est-ce que là aussi, faut pas leur dire, faut vivre avec ça? Alors le moins possible, bien évidemment, parce que c'est insupportable, mais
voilà, le risque zéro n'existe pas dans une société où on voudrait faire plein de choses et malheureusement, parfois on ne voudrait pas en payer les conséquences. Alors pas en matière criminelle bien évidemment, mais dans plein d'autres domaines. Le risque zéro n'existe pas par définition. Adam et Ève ont croqué dans la pomme déjà. Donc ce que je veux dire, c'est que on a affaire à de l'être humain. Donc l'être humain, chacun son cerveau, et parfois, même si on anticipe des tas de choses avec les lois, avec les règlements, avec les structures, effectivement, on est toujours frappé par l'imagination humaine ou par la réaction humaine. Et là, on a un être humain qui dérape, qui ne respecte pas les règles qu'on lui a assignées, qui se trouve face à cet enfant, face à cette jeune femme qui est au mauvais moment, au mauvais endroit, et puis voilà. Et ces pulsions l'emportent. Donc pour vous, c'est l'histoire par du crime. expérience, L'histoire du crime, c'est ça. Je veux dire. Oui, mais personne n'a jamais réussi un jour à arrêter le crime, ça se saurait. Et de promettre aux gens une sorte de poudre de perlimpinpin qui résoudrait absolument tous leurs problèmes, c'est également illusoire. On essaie de se prémunir un peu sur ce qui pourrait nous arriver dans les jours à venir ou dans les heures à venir de ceux qui promettraient monts et merveilles, alors que... Ce qui arrive déjà, mais parce qu'on voit que la récupération, elle a déjà commencé, et que, évidemment, ça sert aussi l'agenda politique de certains partis, et tous bords confondus, avec évidemment des propos différents, que de dire, regardez, pour les uns, c'est à cause de l'immigration, parce que finalement, c'est faire appel aux émotions des gens, c'est aussi, finalement, sortir un problème de sa complexité. Et voilà, c'est pas pareil de parler, d'avoir un débat apaisé sur la question de l'immigration, avec tous les éléments, dans un contexte un peu éloigné de cette émotion, et d'avoir un débat sur l'immigration quand une personne... qui était l'objet d'une OQTF a commis un tel drame, forcément ça fait un prisme, ça fait oublier toutes les personnes aussi les immigrés qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc c'est très dur d'avoir des débats politiques apaisés dans ces moments-là, mais c'est aussi pour ça que les responsables politiques de tous bords aussi utilisent quelque part cette émotion au service de leurs propos. Si vous voyez indiqué sur l'écran Abbé Grosjean, la justice fera son travail. L'abbé Grosjean est un ami des parents de Philippine, proche d'ailleurs de Philippine. C'est l'abbé de Montigny-les-Bretonneux. C'est lui qui célèbre cette messe aujourd'hui, qui devait la célébrer, mais, et vous le comprenez en voyant ces images, l'église de Montigny-les-Bretonneux était beaucoup trop petite. D'un mot, Antoine Oberdorf, la justice fera son travail. D'un homme d'église. Voilà, c'est aussi peut-être le message, tout simplement. Alors la justice divine, peut-être, pour un ecclésiastique, la justice des hommes, la justice tout court, j'ai envie de dire, aussi. Oui, il y a aussi la justice a fait son travail. On pourrait penser à Saint-Augustin, la cité des hommes et la cité des dieux. Il y a en l'occurrence un ordre qui est celui de la justice, qui doit faire son œuvre parce qu'il est important pour les parents de Philippine, évidemment, d'obtenir réparation. Moi, pour rejoindre ce que disait à l'instant Bastien, je crois qu'il faut veiller à la déception quelquefois des familles. J'ai en mémoire à l'été dernier cet horrible drame du jeune Enzo, 15 ans, poignardé. Emballement politique et médiatique terrible, on parle à l'extrême droite de francocide, enfin voilà. La mère elle-même se sent à ce moment-là oubliée, poste un message en disant mais si mon enfant avait été un gamin des cités, est-ce qu'on se serait intéressé à lui? Bref, vraiment un climat délétère, terrible. Et quelques mois plus tard, cette même mère, une reporter du Monde, fait le travail d'aller lui rendre visite et elle n'avait pas plus de réponse. Par contre, elle était vraiment revenue de tout le processus d'emballement médiatique, idéologique qu'il y avait eu autour de son enfant, de la dépouille de son enfant. Voilà, donc c'est pour ça que très très vite, il va falloir que, bien évidemment, le politique tire des leçons, mais que la justice fasse son œuvre.
Emma Barrier avec Arthur Grolet, on vous retrouve au milieu de cette foule d'anonymes qui attendent dans quelques instants la sortie du cercueil de Philippine, accompagné de ses parents bien évidemment et de ses 5 frères et sœurs. Et pendant, on les entend d'ailleurs de loin, que les chants continuent, moment de recueillement, de dignité, c'est ce qui aura marqué ces obsèques, Emma. Oui, la dignité et aussi tout le monde qui est présent, c'est ça qui saute aux yeux, et malgré le vent et la pluie qui vient de commencer à arriver, et bien toujours autant de monde sur le parvis qui attendent le cercueil qui devrait sortir d'une minute à l'autre de la cathédrale. On est sur les derniers instants de la cérémonie, les derniers chants pour rendre hommage à Philippine, après tous les textes qui ont été lus par les proches, les scouts, les amis, tous les gens qui connaissaient Philippine, ainsi que le fameux texte, l'homélie lu par l'abbé Grosjean, qui avait d'ailleurs été choisi parce que c'était le curé de Montigny-le-Bretonneux, donc la ville où est originaire la famille de Philippine. La cathédrale ici, elle a été choisie justement parce que l'église, je vous le rappelle, de Montigny-le-Bretonneux était trop petite pour accueillir tout ce monde. On est à plus de 2000 personnes ici, des inconnus, des politiques à l'intérieur, des élus locaux, je vous le disais, des scouts, beaucoup de jeunes, puisqu'elle avait 19 ans, ça fait à peu près 2000 personnes présentes ici, malgré la pluie, je vous le disais, et qui sont venus apporter leur solidarité et qui maintenant attendent le cercueil pour pouvoir se recueillir une dernière fois, faire un dernier adieu à Philippine et peut-être écrire un petit mot, puisque des livres d'or ont été mis à leur disposition avant ensuite de se rendre à l'inhumation qui se fera en stricte intimité à Montigny-Bretonneux, à quelques kilomètres d'ici. Merci Emma Barrier avec Arthur Grolet depuis Versailles. Le dernier adieu à Philippine, plus de 2800 personnes sont rassemblées pour rendre hommage à cette jeune étudiante. Et à Versailles, famille, proches, camarades de faculté sont là. Ce drame a bouleversé la France. Il y a également des centaines d'anonymes qui sont venus dire adieu à cette jeune étudiante de 19 ans qui a été tuée par un homme sous obligation de quitter le territoire français. Bastien Auger, on sait que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé qu'elle prendrait en charge les frais de justice de la famille de la jeune femme. Il y a peu d'élus politiques qui sont présents, il y a une volonté de sobriété. Paradoxalement, en ces heures où on dit adieu à Philippine, c'était peut-être un souhait de la famille. Oui, c'est ce souhait de la famille-là qui compte d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est vieux comme le monde, mais on voit que les responsables politiques de tous bords ne se sont pas privés quand même de récupérer cela. Vous parlez à l'instant de la région Île-de-France qui va prendre en compte les frais d'avocat. J'allais dire, d'un côté, ça peut se comprendre et c'est très respectable. En même temps, est-ce que la région Île-de-France va prendre en charge tous les frais d'avocat à chaque fois qu'il y a un drame quand il est moins médiatisé? C'est ça la question qu'il faut se poser. De manière générale, oui, il y a un contraste entre cette émotion qui est forte, ce moment qui appartient aux familles, à la famille avant tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos caméras sont tenues à l'écart. Et le temps du débat, de la récupération pour certains politiques qui arrivent très tôt, j'ai envie de vous dire, parfois de plus en plus tôt dès qu'il y a un drame comme celui-là, et qui empêche un petit peu un débat apaisé, parce que l'émotion prend tellement forcément, et on est tous évidemment étreints par cette émotion, qui ne permet pas de poser tous les termes du débat, et qui peut aussi parfois donner le sentiment que des responsables politiques veulent arriver avec la promesse de réponses toutes faites, alors que, comme on le disait à l'instant, s'il existait des réponses faciles pour faire disparaître la criminalité, ça se saurait. Didier Migaud, le ministre de la Justice, a déclaré ce matin que l'émotion est telle qu'elle submerge tous les discours politiques. Nous y reviendrons plus tard, car c'est le temps de l'émotion à l'heure où nous parlons. Alexandra Guillet du service police-justice de TF1 LCI, vous qui suivez malheureusement dans le cadre de votre travail ces drames, est-ce que vous avez déjà vu une émotion aussi forte après une telle disparition ? Alors en tout cas, ces moments de recueillement, ces moments de rassemblement, effectivement, on a malheureusement un peu trop l'habitude de les voir, j'ai envie de vous dire. Alors, au travers de cérémonies comme celle-ci, où les gens viennent pour
communier avec la famille dans sa douleur, exprimer son soutien, mais aussi parfois à travers des marches blanches pour soutenir. Et puis en silence finalement dire non, ça suffit, plus jamais ça. On pourrait citer récemment le cas de la petite Camilla qui a été renversée par un chauffard en moto, mais il y avait eu, on se rappelle, Thomas à Crépol, il y avait eu aussi ce Shemseddine, ce jeune garçon de 15 ans qui avait été tué à Viry-Châtillon. Il y avait aussi une émotion très très forte. On se souvient encore du maire de la commune en pleurs lors de l'hommage qui avait été rendu. Ce sont des drames auxquels on ne peut pas et on ne doit pas s'habituer. En fait, ça choque et ça suscite une émotion profonde. Et j'ai le souvenir parmi les camarades à la faculté de Dauphine où était étudiante philippine, j'ai le souvenir d'une jeune fille qu'une de nos caméras avait interviewée et qui disait mais en fait forcément on se retrouve dans Philippines parce que on avait les mêmes cours, le même âge, les mêmes habitudes et ça aurait pu être nous. Et puis il y a beaucoup de parents, on a aperçu sur les images qui sont présents à cette cérémonie et comme l'a finalement assez bien résumé dans son homélie le père Grosjean, croyant ou non croyant en fait, nous sommes là pour pleurer, prier et pour agir. La justice des hommes sera nécessaire, son temps viendra, a déclaré l'abbé Grosjean, alors que 1800 personnes se trouvent à l'intérieur de cette cathédrale Saint-Louis à Versailles. Il y a plus de 1000 personnes qui sont sur ce parvis pour rendre hommage à la jeune Philippine, 19 ans, une semaine après sa disparition. Et Arlette, ce qui a frappé évidemment, c'est les réactions immédiates dans la classe politique. Je parle vraiment de la réaction sans aller dans le fond des propositions des uns et des autres. Je veux dire que, au fond, les politiques réagissent forcément d'abord personnellement à un drame comme celui-là. Ce sont quand même aussi des pères de famille, ce sont des hommes et des femmes qui, comme tous les Français qu'on a entendus tout à l'heure, se mettent à la place effectivement de la famille et des parents. Après, encore une fois, que les politiques se saisissent d'un sujet n'est pas choquant. C'est leur devoir de régler des problèmes ou d'essayer de trouver des solutions quand il y a des drames de ce style. Après, il y a encore une fois l'instrumentalisation. C'est un peu différent, c'est-à-dire comment effectivement utiliser un drame, une émotion, pour mettre en valeur son projet, ses idées. Et ça, c'est effectivement un tout petit peu désagréable. Je crois que, et si on entend tout à l'heure à nouveau ce qu'a dit le président de la République lors de son voyage au Canada, comme on a entendu aussi des membres du gouvernement, il y a un devoir pour tous les responsables politiques, et notamment pour ceux qui sont au pouvoir, effectivement d'essayer de réparer, non pas le drame, non pas de mettre un terme à la douleur, évidemment, ce n'est pas possible des familles, des amis, des parents, mais de réparer en ce sens, effectivement, éventuellement, une faute, une erreur, et corriger ce qui ne marche pas et ce qui peut, dans ce genre de circonstances, conduire à un drame comme celui-là, et donc à la mort d'une jeune femme, d'une jeune fille philippine. Donc ça, c'est un devoir et une mission. Et si on parlait tout à l'heure des positions exprimées par, d'un côté, le garde des Sceaux et de l'autre, le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il est de leur responsabilité première dans les jours qui viennent de travailler ensemble à la recherche non pas de solutions, parce que solution, on a toujours l'impression que c'est miracle, mais en tout cas, encore une fois, de corriger ce qui ne marche pas dans notre système et qui facilite, permet un tel drame au bout du compte. Si vous nous rejoignez sur LCI, nous suivons ce dernier adieu à Philippine, son hommage à Versailles. 1800 personnes sont à l'intérieur de la cathédrale Saint-Louis. La cérémonie se prolonge à Kadi Adoumdouas et 1000 personnes sont sur le parvis pour rendre hommage à Philippine. Oui, Marie-Aline, effectivement, ce qui est
très, très émouvant, c'est que malgré la pluie, malgré le vent, malgré le froid, tout le monde, toutes les personnes qui sont venues ici, qui sont venues pour certaines très tôt ce matin, nos équipes étaient sur place dès 7h du matin, on a vu déjà petit à petit les gens arriver, effectivement, ce qui explique un peu Emma Barrier, Arthur Grolet notamment, qui étaient là très tôt ce matin, qui ont vu arriver les premières personnes qui sont venues poser des fleurs, qui se sont installées dès l'ouverture des portes, et ce qui explique effectivement qu'il y ait autant de monde, et ce qui est d'autant plus touchant, c'est de voir que cette cérémonie, on s'approche depuis quelques minutes, mais elle est prolongée parce que chacun veut pouvoir venir toucher le cercueil, veut pouvoir venir participer à sa façon. Toutes les personnes, certaines sont restées depuis tout à l'heure, sont sous la pluie. Les plus chanceuses ont pu profiter de la courtoisie d'autres personnes qui avaient pu être dans la cathédrale depuis le départ, pour que d'autres puissent être au moins abrités et puissent participer de plus près à la cérémonie. Et certains anonymes comme ça sont venus de très loin. On a croisé des personnes qui venaient comme ça du milieu de la France, de l'Oise, du sud de la France même, pour rendre hommage à Philippine et pour donner un guise de solidarité comme ça à la famille. Et on le disait, effectivement, ce roulement depuis tout à l'heure qui se fait, on avait l'impression au départ que certaines personnes sortaient, mais c'était des personnes qui sortaient pour laisser leur place et puis petit à petit revenir, pour que chacun ait un petit peu comme ça participé à cet hommage avant de pouvoir approcher de la fin de cette cérémonie. Vous le savez, le cercueil qui va rejoindre le cimetière de Montigny, les Bretonneux dans quelques minutes, mais pour l'instant effectivement chacun, jusqu'à ce que la dernière personne ait pu poser sa main sur le cercueil, rendre hommage, et comme je le disais tout à l'heure, mettre un petit mot sur ces livres d'or qui ont été installés comme ça au bas des marches. Et malgré la pluie, écoutez, chacun reste, et la foule, malgré tout, je dirais même, se densifie au fur et à mesure, et malgré le temps, malgré le froid, pour aller jusqu'au bout de cette cérémonie. Kadia Doumdouas et François Luce depuis Versailles pour les obsèques de Philippine, 19 ans. Plus de 2800 personnes sont venues lui dire adieu. On se souvient des mots prononcés par le père, l'abbé Grosjean, l'homélie du prêtre: la justice des hommes sera nécessaire, son temps viendra, elle fera son travail. Alexandra, c'est le temps de l'émotion, tandis que l'enquête se poursuit pour comprendre ce qui s'est passé, car cette émotion, elle est aussi suscitée par les terribles circonstances de la mort de Philippine. Oui, évidemment, on a besoin de comprendre pourquoi il s'en est pris à cette jeune fille, et quelles sont ses motivations derrière. Pour ça, il va falloir l'entendre. Alors déjà, grâce au travail des enquêteurs, qu'on peut saluer, parce qu'effectivement, ça a été un énorme travail avec des dizaines d'officiers de police judiciaire qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire un travail de recoupement, de vidéosurveillance, de téléphonie, pour arriver à remonter jusqu'à la trace d'un suspect qui a été interpellé, on le rappelle, en Suisse. Il venait de passer la frontière, il a été arrêté à Genève. Pour l'instant, il n'a pas pu être entendu. On attend son extradition. Une information judiciaire est ouverte, et c'est le temps de l'émotion. Bien sûr, après viendra le temps des questions et du besoin de réponses sur cette rencontre qui est une rencontre qui c'est une mauvaise rencontre, on va dire. Ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient aucune raison de se croiser. Ça, les enquêteurs en ont déjà acquis la conviction. Pourquoi à ce moment-là? C'est l'enquête qui le déterminera, et il va falloir encore un peu patienter, ne serait-ce déjà parce qu'il ne peut pas être entendu pour l'instant, car il est toujours en rétention judiciaire en Suisse. Il faut que la procédure d'extradition soit menée jusqu'au bout. Ça arrivera, il n'y aura pas d'obstacle là-dessus a priori, mais ça peut prendre plusieurs jours, peut-être pas des semaines, mais en tout cas certainement encore plusieurs jours avant qu'il puisse être entendu et qu'on puisse avoir un peu des éléments de réponse sur ce qui s'est passé exactement. Bastien, je le disais, ce drame a choqué énormément en France. Est-ce que c'est aussi la pression de l'opinion publique sur des sujets aussi sensibles qui fait que la classe politique s'est emparée, si je puis dire, de l'affaire? C'est compliqué de vous répondre, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que c'est
le fait que les politiques en parlent qui fait que ça a une telle résonance, ou l'inverse, sans doute un peu des deux. Malheureusement, les drames ne sont pas toujours, ne créent pas forcément la même émotion. Il n'y a pas toujours de logique, il n'y a pas toujours de justice, je peux me permettre le mot. Forcément, à partir du moment où cette affaire est connue de tous et où on en parle et on voit ces images, évidemment, que l'émotion est très forte. Il faut faire une fois de plus, je me répète, mais un distinguo avec toute interprétation politique que l'on peut en faire. Des drames comme ça, malheureusement, ce n'est ni le premier, ni malheureusement sans doute le dernier. Les hommes politiques, ça aussi je pense que ce n'est pas nouveau, quel que soit leur bord politique, parfois se saisissent d'un drame comme celui-là pour poser des débats politiques qui, en soi, ne sont pas illégitimes, chacun prise à part. Les débats sur l'immigration existent, les débats sur les OQTF existent, les débats sur la santé mentale des personnes qui commettent de telles horreurs existent. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir un débat serein quand on est sur le moment de l'émotion? Est-ce que quand on est sur le moment de l'émotion, quand on voit la peine et on la partage de ces familles, c'est le bon moment pour s'interroger sur quelle est la bonne durée de rétention d'une personne qui est sous OQTF, parce qu'il y a des droits, voilà, c'est des débats complexes, on ne va pas les avoir ici. Et c'est des débats qui, forcément, quand ils sont mis sur la place publique dans un moment où l'émotion est forte, ne peuvent pas être menés de manière sereine, parce que là, il y a la peine qui l'emporte sur tout le reste. Et que dans un état de droit, on prend en compte cette peine, mais on prend aussi en compte d'autres enjeux de liberté publique. Quand on prend une mesure, quelle qu'elle soit, elle ne s'applique pas seulement à la personne qui a commis cette horreur. Quand on prend une mesure, elle s'applique aussi à des centaines, peut-être des milliers d'immigrés qui n'ont rien fait du tout, qui ont des droits aussi. Donc forcément, si on en parle maintenant et qu'on parle que à ce type de profil de cette personne qui a fait ça, évidemment que le débat ne va pas être le même que si on réfléchit au tableau global de comment on change la loi. C'est des sujets très complexes. Et attention au risque de déception aussi quand des responsables politiques, dans ces moments-là, tapent du poing sur la table en disant qu'ils vont tout changer. Ça a beaucoup été fait. Une fois de plus, je ne pense pas que quelconque responsable politique un jour ait été capable de dire on a aboli le crime. Ça n'existe pas. Donc bien sûr que c'est le rôle des politiques, d'ailleurs c'est un peu ce qu'a dit le président de la République, de se saisir de ces sujets, de lutter contre l'insécurité, de lutter contre les drames. Mais voilà, les réponses simples, c'est une tentation très forte des politiques dans ces moments-là. C'est jamais suivi d'effets simples. Ça n'existe pas. Nous sommes en direct avec Laura Lebar, psychanalyste. Merci d'être avec nous en direct. On voit ces images qui illustrent l'émotion suscitée par la mort, le meurtre de Philippine, étudiante de 19 ans. Ses familles, ses proches, ses camarades de la faculté de Dauphine sont réunis pour ses funérailles. Mais il y a aussi des centaines d'anonymes qui sont bouleversés par ce drame et qui sont là parce qu'ils se sentent concernés. Des camarades de faculté, des jeunes filles qui s'identifient à Philippine. Comment on accompagne toutes ces personnes face à ce drame? Bonjour, tout d'abord, merci. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un drame, mais c'est malheureusement pas un drame isolé. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de jeunes filles qui ont peur de se balader dans des parcs, qui ont peur de sortir. Il y a un climat qui est d'insécurité globale. On voit bien que dans la société, les rapports hommes-femmes sont de plus en plus complexes. Finalement, on est dans une surenchère en se mettant l'un contre l'autre. Et ben, on oublie qu'il y a finalement une complémentarité chez l'homme et la femme. Et on est toujours dans le combat. Et finalement, est-ce que une piste de réflexion ne serait pas de se dire, pour que ces crimes s'arrêtent, pour que ces choses atroces cessent d'être toujours dans l'actualité des faits divers redondants qui sont là, permanents, qu'on traite régulièrement, est-ce que finalement il n'y a pas un sujet de société autour de ça, autour des rapports hommes-femmes, autour de la complémentarité, et non
dans une surenchère permanente de on va se venger, de c'est pas normal, de toujours être dans un système où finalement on ne trouve jamais de terrain d'entente, où finalement on va se mettre l'un contre l'autre, donc augmenter le taux d'agression. Puisque par définition même, je suis dans le combat. Maintenant, c'est un combat qu'il faut mener. Il faut le mener parce qu'il y a trop de crimes, parce que c'est pas possible. On peut pas en arriver dans une société à avoir peur d'aller dans un parc, c'est évident. Et donc le problème est beaucoup plus profond qu'un crime isolé, malheureusement. Laura Lebar, vous restez avec nous, le temps de l'émotion. Le cercueil de Philippine, 19 ans, va quitter la cathédrale Saint-Louis à Versailles.
Le dernier adieu à Philippine. Le cercueil de la jeune étudiante de 19 ans a quitté il y a quelques instants la cathédrale Saint-Louis à Versailles devant 2800 personnes venues lui rendre hommage. Ses funérailles se poursuivent. Une émotion extrêmement forte. Il y avait 1800 personnes à l'intérieur de la cathédrale, 1000 personnes sur le parvis pendant les 2h30 d'obsèques, avec les mots de l'abbé Grosjean qui résonnent encore. La justice des hommes sera nécessaire, son temps viendra, elle fera son travail. Voilà la réponse de l'homme d'église à l'émotion suscitée par ce drame. Philippine qui a disparu il y a une semaine, retrouvée morte dans le bois de Boulogne, tuée par un homme sous obligation de quitter le territoire français. Un drame qui bouleverse la France, qui a suscité un vif débat politique sur lequel nous reviendrons plus tard. C'est le temps de l'émotion, du silence, de la tristesse, mêlée aussi à la colère. On a entendu les témoignages de ses camarades de faculté qui s'identifient à Philippine, 19 ans, et qui ont du mal à réaliser la perte de cette jeune fille, Alexandra, qui était une jeune fille sérieuse, populaire, appréciée évidemment par ses camarades. Les témoignages qui ont afflué depuis l'annonce de son décès dans ces conditions dramatiques. Cette jeune fille donc issue d'un milieu catholique avec d'une famille nombreuse, soudée. Ils sont 6 frères et sœurs, 19 ans, et décrite unanimement comme une jeune fille à la fois rayonnante, gentille, joyeuse, travailleuse également, et puis très impliquée dans la foi et dans le monde associatif, et notamment dans le mouvement du scoutisme. Donc, et une jeune fille qui effectivement avait toute la vie devant elle, et d'où ce choc, cette émotion partagée, et ce monde présent devant cette cathédrale qui est à l'image finalement de l'immensité de l'émotion suscitée par sa disparition. Emma Barrier, vous êtes sur place devant cette cathédrale, et on imagine l'émotion, la vive émotion de toutes ces personnes qui sont venues dire adieu à Philippine. Le cercueil vient tout juste de sortir de la cathédrale Saint-Louis. Il est rentré dans le corbillard, et le corbillard qui devrait désormais se rendre au cimetière de Montigny-le-Bretonneux. Nous sommes donc à l'extérieur, puisque la presse, je vous le rappelle, n'avait pas le droit de rentrer dans la cathédrale, et désormais on attend le corbillard qui devrait passer juste devant nous. Donc tout ça après de longs moments de recueillement à l'intérieur autour du cercueil pour rendre un dernier hommage, faire un dernier adieu à Philippine. Juste avant, on a pu entendre des chants, des textes lus, puisque les portes étaient restées ouvertes. Des témoignages aussi ont été lus et écrits, puisque des livres d'or avaient été mis à disposition des gens sur le parvis de la cathédrale. Et puis la presse, la messe qui a été célébrée par le père Grosjean. Je vous l'avais dit, donc beaucoup de monde, notamment plus de 2000 personnes, parfois des inconnus qui sont venus apporter leur solidarité à la famille. Parfois ils sont venus de loin. On a parlé avec des gens venus de l'Oise qui ont tenu à apporter leur solidarité, à exprimer leur colère également. Ils ont donc assisté à cette cérémonie qui a duré plus de 2 heures, et vous le disiez ici, il y a une émotion. Depuis, ce ne sont plus les chants que l'on entend, mais vraiment un grand silence très solennel, et le son des cloches qui a résonné en même temps que le cercueil qui sortait de la cathédrale. C'est un moment vraiment d'émotion très fort pour ce dernier adieu à Philippine. Emma Barrier avec Arthur Grolet. Alors qu'il y a quelques instants, le cercueil de Philippine, 19 ans, a quitté la cathédrale de Saint-Louis à Versailles, sous le regard de sa famille, de ses proches, de ses camarades de la faculté de Dauphine, qui avaient participé aux recherches quelques heures seulement après sa disparition, comprenant très vite que le fait de ne plus avoir de nouvelles de cette jeune étudiante n'était pas normal. Et c'est justement la participation, la mobilisation de tous ses proches, de sa famille, qui avait permis de retrouver Philippine. Malheureusement, le corps de Philippine, tué
tué par ce ressortissant marocain au bois de Boulogne. L'enquête évidemment se poursuit et on voit d'après les visages, la tristesse, d'après aussi les témoignages qui ont été recueillis, la colère, l'émotion. Aujourd'hui, cet après-midi, devant cette cathédrale Saint-Louis à Versailles, Philippine, populaire, sérieuse, appréciée de ses camarades, et une classe politique qui a réagi, on y reviendra, Alexandra Guillet. Oui, non, et on retiendra peut-être de l'homélie du père Grosjean, qui connaît très bien cette famille, la famille de Philippine. Eh bien, il a dit effectivement la justice des hommes sera nécessaire, son temps viendra, mais aujourd'hui, nous avons besoin de pleurer, de partager, de déposer ensemble notre douleur, notre colère, notre incompréhension. Tout est résumé un petit peu dans ces mots. Et c'était également il répondait à la question, mais pourquoi est-ce que nous sommes tous là ? On voit cette foule immense présente aujourd'hui pour ce dernier adieu à Philippine. Et c'est ce qu'il expliquait. Croyons ou nous croyons, nous ne voulons pas que le mal ait le dernier mot. Nous voulons répondre à l'horreur du mal par la force plus grande encore du bien. D'où l'importance et c'est cette raison pour laquelle effectivement tous ces gens se sont rassemblés aujourd'hui pour apporter leur soutien à cette famille endeuillée. Arlette Chabot, un drame, je le disais, qui a suscité beaucoup de réactions dans la classe politique. Emmanuel Macron lui-même, depuis le Canada, a réagi. Oui, évidemment, le président de la République ne pouvait pas ne pas répondre à une question parce que, encore une fois, autour d'un drame qui touche évidemment une jeune fille, un enfant, on parlait tout à l'heure d'autres drames qui ont bouleversé les Français ces dernières années, évidemment, il y a un débat politique et il y a le sentiment des Français aujourd'hui de ne pas être protégés ou que leurs proches ne puissent pas être effectivement protégés. Donc, c'est tout à fait normal que le président de la République dise effectivement, et surtout en reprenant à peu près les formules de son Premier ministre, moins de mots et plus d'actions. C'est un peu ça que disait le président de la République en voyage au Canada, interrogé donc sur ce drame. Alors, il faut des actions. Effectivement, je pense à l'image de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a annoncé que la région prendrait en charge les frais de justice de la famille. Voilà, alors c'est un geste de la région, mais ça ne consolera pas évidemment, bien entendu, les parents, et bien entendu donc toute la classe politique est aujourd'hui, c'est vrai, réagit, met des propositions sur la table, a une vision ou développe une vision différente de l'affaire. Une partie de la gauche ne voit que la conséquence d'un suivi insuffisant de violeurs qui sont libérés de prison, et tandis qu'à droite, évidemment, on se concentre plus sur ce sujet lié à la personnalité de l'auteur de cette mort, du meurtrier présumé, qui est évidemment quelqu'un qui était sous OQTF et qui n'a pas été renvoyé et dont les conditions de la libération suscitent des interrogations. Voilà, pour rester un petit peu dans le flou. Et on apprend que la famille a décliné la proposition de Valérie Pécresse, car la famille dit ne pas avoir besoin de cet argent grâce à une cagnotte qui a été mise en place par ses proches et qui a déjà rassemblé assez d'argent pour permettre à la famille de pouvoir évidemment couvrir les frais d'avocat dont elle aura besoin. Il y a eu au moins 3500 participants qui ont donc participé à cette cagnotte, ce qui montre évidemment l'émotion très forte suscitée par la disparition de Philippine. Laura Lebar, vous êtes psychanalyste, vous êtes toujours avec nous. Je vous le disais, il y a évidemment, on ose imaginer la peine de sa famille, de ses proches, de ses camarades de faculté, mais il y a aussi ces centaines de personnes qui ne la connaissaient pas et qui ont été bouleversées par ce qui s'est passé. Comment on accompagne ces personnes dans une configuration inattendue ? Alors,
il faut comprendre le symbole de la présence de ces personnes. Finalement, ce sont des personnes qui se sont mobilisées. Ils se sont mobilisés parce que cette affaire fait écho en eux. Ce que ça symbolise, et c'est ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que finalement, face à cette solidarité autour de ce drame, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un climat d'insécurité, puisque les gens se fédèrent autour de ça, se fédèrent autour d'une cause en disant « ça suffit ». Cette violence est inacceptable, ces crimes sont inacceptables. Là, on arrive à de la cruauté, à de l'atrocité. Finalement, on va toujours chercher des raisons. Il n'y a parfois pas de raison. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure et qui était très sensé. On ne peut pas tout expliquer, malheureusement. Il y a par contre des solutions, des inhibiteurs de libido, des solutions qui peuvent être mises en place, des choses qui existent et qui traînent à être mises en place. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, le meilleur moyen d'accompagner toutes les personnes présentes et de prendre des mesures, des décisions et des décisions fermes et responsables. Merci Laura Lebar, psychanalyste, car le temps des questions, il est malheureusement déjà là, tant ce drame suscite toujours colère et émotion. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, a parlé d'un sentiment d'échec, s'est interrogé sur les textes qui ne sont peut-être pas assez clairs et qui a peut-être conduit à une décision de justice qui n'aurait pas été la même. Alexandra Guillet, aujourd'hui, le nouveau garde des Sceaux entrouvre la porte à des discussions pour modifier la loi. Oui, en tout cas, il va y avoir un examen pour... Je me permets juste de vous interrompre au moment, évidemment, où le corbillard quitte le parvis de la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Leur cercueil de Philippine, le corbillard, vient de quitter Versailles il y a quelques instants après une intense émotion, 2h30 de cérémonie pour ses obsèques en la cathédrale Saint-Louis. On se souvient des mots de l'abbé Grosjean: la justice des hommes sera nécessaire, elle fera son travail, le temps viendra. 1800 personnes qui étaient réunies dans cette cathédrale pour les obsèques de Philippine, 19 ans, tuée dans des conditions atroces. 1000 personnes qui étaient sur le parvis pour lui dire adieu, donc plus de 2800 personnes au total. On a entendu ces témoignages, on a vu la tristesse évidemment de ces personnes rassemblées pour dire adieu à Philippine, qui n'avait que 19 ans, étudiante à la faculté de Dauphine à Paris. Il y avait parmi cette foule des camarades de faculté et puis aussi des centaines d'anonymes bouleversés par ce drame, venus lui rendre adieu. C'était la volonté de la famille, très peu d'élus politiques. Il y avait Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, élue de Versailles, qui était présente et qui avait offert à la famille la possibilité de faire financer par la région les frais de justice. La famille a décliné car grâce à la mobilisation de ses proches,
une cagnotte. Il y a plus de 3500 participants, permettent désormais à la famille de couvrir les frais de justice, les frais qui seront engagés à l'heure où l'enquête ne fait que commencer, mais on a déjà, Alexandra Guillet, de nombreux éléments sur cet homme qui a tué Philippine. Oui, alors en tout cas, le meurtrier présumé serait un jeune Marocain de 22 ans, effectivement, qui était arrivé sur le territoire français en 2019. Il était mineur à l'époque et avec un visa touristique pour plusieurs mois. Et au cours de cette période, en fait, il va commettre un viol pour lequel il va être condamné. Il a été condamné en 2021 à 7 ans de détention et en fait, il est sorti. Sa date de fin de peine était en juin dernier, juin 2024, mais lors de sa condamnation, il avait également écopé d'une obligation de quitter le territoire pendant 10 ans. Et du coup, à la sortie de sa peine de prison, eh bien, il a été transféré directement dans un centre de rétention administratif. Et en fait, on peut rester que 90 jours maximum dans ce centre de rétention après plusieurs prolongations, et il ressort que finalement début septembre, à la 4e demande de prolongation de son placement en centre de rétention, eh bien ce jeune homme est sorti de détention. Alors il devait être assigné à résidence, il devait également pointer au commissariat, sauf que ça n'a pas été le cas. Ça a été signalé, mais peut-être un peu trop tardivement, et il est soupçonné donc très fortement d'être celui qui aurait quelques jours plus tard, une quinzaine de jours plus tard seulement, eh bien, tué la jeune Philippine à Boulogne. Kadi Adoum Douas, vous êtes sur ce parvis devant la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Vous avez été parmi ces personnes qui ont décidé de venir dire adieu à Philippine. Il y a toujours beaucoup de monde, effectivement, sur ce parvis de la cathédrale Saint-Louis. Les gens ne veulent simplement pas partir. On a l'impression que l'émotion est très forte. Les gens se parlent. Ils n'ont pas parlé pendant ces 2 heures à 2h30 de cérémonie. C'était vraiment un silence vraiment très solennel. S'il n'y a pas eu de silence, eh bien, c'était tout simplement pour chanter, pour écouter l'homélie, pour écouter le prêtre, rendre hommage à Philippine, écouter les témoignages aussi de ses amis, de ses proches. Et quand le cercueil est sorti, quand les cloches ont retenti, il y a eu comme ça ce moment totalement suspendu où eh bien, les gens retenaient leurs larmes. Certains n'ont pas pu les retenir tout simplement. Et puis eh bien, le corbillard a fini par partir, mais personne n'a participé sans avoir voulu soit mettre un mot, soit toucher ce cercueil. Et il y a eu comme ça ce roulement, des gens qui se sont pris dans les bras, des gens qui visiblement ne se connaissaient même pas avant la cérémonie, et puis qui comme ça se sont retrouvés comme une communion, il n'y a pas d'autre mot, comme ça, avec toutes ces personnes qui sont venues, personnalités ou anonymes d'ailleurs. Il y a eu aussi le président de l'université de Paris-Sorbonne, de Dauphine, où étudiait Philippine, qui est venu. Il y a eu comme ça toutes sortes de gens, de toutes les couleurs aussi, je veux dire, toutes générations confondues, qui sont venus comme ça rendre cet hommage qui était vraiment très, très poignant. Et puis voilà, vous l'avez dit, le cercueil est reparti dans ce corbillard, direction Montigny-le-Bretonneux, la dernière demeure finalement de Philippine, là où malheureusement elle n'est jamais rentrée vendredi dernier. Kadi Adoum Douas et François Luce devant la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Le temps de l'émotion, mais aussi déjà le temps des questions, depuis qu'on a appris les circonstances de la mort de Philippine, 19 ans. Maître Philippe-Henri Honegger, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. La disparition, la mort de Philippine suscite évidemment un vif débat politique. L'affaire est extrêmement complexe. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement de la part de la justice quand il a fallu décider de permettre à ce ressortissant marocain de 22 ans de quitter le centre de rétention ? Déjà, je crois que ce décès, ce drame, ce qui suscite avant tout, c'est une vive émotion. Et je vous dis ça parce que parfois, l'émotion, et elle est absolument légitime dans ce cas-là, elle ne permet pas nécessairement d'apprécier avec suffisamment de recul des éléments parfois aussi froids et objectifs qu'une décision qui est rendue par la justice ou ce qui se trouve dans un dossier et qui est du noir sur du blanc. En l'occurrence, si on veut vraiment s'intéresser
au-delà de l'émotion, encore une fois, qui est parfaitement légitime, à la décision qui a été rendue par ce juge qu'on appelle le juge des libertés et de la détention, il faut bien comprendre quel était l'objet du débat au moment où ça s'est passé. On est une personne qui a une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parte de France, et pour ça, comme il est ressortissant marocain et qu'il avait à l'époque pas de passeport, il y a un certain nombre de vérifications qui doivent être faites, et notamment obtenir une autorisation qu'on appelle un laissez-passer consulaire de la part du Maroc, disant si vous nous l'envoyez en gros par avion, on veut bien l'accueillir sur notre territoire. Ça se fait pas en 2 minutes, et donc ce que prévoit le droit français, c'est que pendant le temps où on attend cette réponse et on organise ce déplacement logistique, on peut placer la personne en rétention, c'est une sorte de petite prison qui s'appelle un centre de rétention administrative, le temps d'avoir la réponse. Sauf que le législateur a décidé il y a quelques années qu'on ne pouvait pas laisser indéfiniment une personne dans un centre de rétention administrative. Imaginons, comme c'est le cas parfois avec certains pays, qu'on n'a pas de réponse du tout, on ne va pas laisser les gens pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans une sorte de prison en attente de savoir ce qu'on fait d'eux. Et donc il y a un temps limite qui est fixé à 90 jours maximum, mais tous les 15 jours, 30 jours, on passe devant un juge, c'est lui, le juge des libertés de la détention, pour savoir si on prolonge jusqu'à ce maximum de 90 jours. Et dans ce cadre-là, spécifiquement, le débat qu'on a n'est pas de savoir si la personne est dangereuse, pas de savoir si elle a été condamnée, c'est même pas de savoir si elle a une obligation de quitter le territoire, puisque c'est acquis. La question, c'est de savoir, est-ce que, à la fois les autorités françaises ont fait toutes les démarches nécessaires pour qu'on ait l'espoir que dans les 90 jours, on puisse obtenir ce laissez-passer consulaire, et d'autre part, est-ce qu'on a des informations venant du pays, en l'occurrence le Maroc, qui nous laissent penser qu'on pourra avoir ce laissez-passer consulaire dans le cadre des 90 jours. Ce qui s'est passé au bout de 75 jours, c'est qu'on a eu ce débat devant le juge des libertés de détention en lui disant est-ce qu'on a les éléments? Et à ce débat-là, au regard des éléments qu'il y avait dans le dossier et dont a pu avoir connaissance le juge des libertés de la détention, il a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants qui permettaient de penser qu'on pourrait avoir ce laissez-passer consulaire dans un délai de 15 jours. Et donc il a dit, ce que m'impose la loi, puisque c'est les critères qui sont fixés par la loi, c'est que je remette cette personne en liberté. Après, c'était pas une liberté totale, il y avait une assignation à résidence, il y avait une obligation de pointage. Il se trouve que ce monsieur, non seulement il n'a pas quitté le territoire, non seulement une fois qu'il a été assigné à résidence, il n'a pas respecté les obligations qui lui avaient été fixées. Donc je crois qu'il ne faut pas déporter le débat. Il y a une personne, à supposer que ça soit lui, il est présumé innocent, qui est absolument responsable et coupable des faits qui ont été commis, mais essayer d'aller chercher la responsabilité auprès d'un juge des libertés de la détention qui a priori a fait son travail et qui a priori a rendu une décision au regard du dossier qui était le sien, c'est à mon avis passer à côté de la réalité de cette situation, encore une fois, qui est dramatique et qui suscite une émotion absolument légitime. Il faut chercher, je crois, les bons coupables, et je ne suis pas sûr que c'est du côté de ce juge qu'il faut aller. Maître Honegger, on entend évidemment ce que vous nous expliquez, que la loi, les textes ont été respectés, que les mécanismes judiciaires ont été respectés. Mais Alexandra Guillet, la question qui va se poser évidemment dans les prochaines heures, et ce soir ce sera évidemment notre grand dossier, c'est est-ce qu'il faut changer la loi si on estime qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la part de la justice et de la part de la police? En tout cas, c'est la volonté de regarder ça de plus près de la part du garde des Sceaux. Il l'a dit, il y a un sentiment d'échec, pour reprendre ses propres termes ce matin. On a une jeune fille qui est décédée à l'arrivée et qui aurait jamais dû mourir ce jour-là, en fait. Leur route n'aurait jamais dû se croiser entre ces deux personnes. Ça, c'est une réalité. Après, ce que vient de dire Maître Honegger, effectivement, je pense aussi que la juge en question, le débat ne se place pas là. Il y a des textes qui existent et ils ont été appliqués. Après, qu'on se rende compte qu'effectivement, l'application pose problème, et qu'il faut peut-être revoir des critères, ça paraît assez évident au regard de l'actualité qui a suivi. Donc il va falloir voir comment adapter ça, mais il y a plusieurs choses qui devront être observées, pas uniquement ce point-là. S'il y a des lenteurs administratives, c'est à partir de quand on demande une OQTF quand une personne est en détention et qu'on sait qu'elle doit être expulsée à sa sortie, c'est pourquoi il n'y a pas eu appel, tout simplement aussi, peut-être, de cette décision, et on peut s'interroger aussi sur le suivi des personnes, une fois qu'elles sont
sont sous OQTF mais libérés pour vérifier quel quitte bien le territoire. C'est un ensemble de questions qu'il va falloir voir et pour ça il faut que l'émotion retombe un peu d'abord. Car la réalité de ce dossier est extrêmement complexe, évidemment. Vous restez avec nous. Bruno Retailleau, suite à ce drame, a promis de durcir la politique pénale. Il fait aussi également des propositions très dures et controversées sur le terrain de l'immigration.